Quand tu veux. Authentique. Exactement. Ok, 3, 4. Vous les pâtissiers. Ça a marché pour le. Franchement, ça a marché. Ouais. Bonjour tout le monde, moi je suis Vanna. Moi, c'est Sarah. Et aujourd'hui, on va interviewer Ivana et Anna. Alors, Ivana est en deuxième année de master IFMA, donc ingénierie financière et modèle aléatoire. Et Anna est en deuxième année de master, elle aussi, en EVO-GEM. Donc évolution... Oh non, c'est en anglais par contre. Ah, je veux pas. Je le fais. Alors, transition anglais. Evolution of Genomes, Population and Species, Data and Models à Sorbonne Université. C'est bien mieux que moi, je pense. Hein. Ok, alors M2 IFMA, c'est ingénierie financière et modèle aléatoire à Sorbonne Université. Donc c'est une formation en mathématiques appliquées orientée vers l'analyse des marchés, la gestion du risque, et l'utilisation de modèles probabilistes. Okay. Ouais. Et Anna, donc comme je l'ai dit, elle est en deuxième année de EVO-GEM. En anglais encore. Donc un master interdisciplinaire à l'interface entre biologie évolutive, modélisation mathématique et analyse de données. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la finance quantitative, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, et là, j'entendais pas cette question. Du coup, ce serait surtout créer des modèles pour prédire les prix de certaines actions, les prix du marché, on va dire en général. Donc, moi, ma formation, ça se concentre surtout sur l'analyse des modèles, essayer de les optimiser. Le master IFMA, le master ingénierie financière et modèle aléatoire. Dedans, on nous apprend en fait, on nous présente en fait les différents modèles, par exemple, qui sont utilisés en finance, surtout avant, pour comprendre d'où on part et qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui, comment ils sont arrivés au modèle qu'ils utilisent aujourd'hui. Et donc, on nous apprend en fait à traiter les données, faire de l'analyse de données. Et ensuite, on a des cours pour tout ce qui est faire des modèles, estimer les prix aussi du marché. On apprend juste les différentes actions qu'il y a dans les marchés, les différentes options, à quoi ça sert, laquelle est la mieux, on va dire. Et est-ce qu'on peut savoir ce que c'est l'EVO-GEM et la modélisation en biologie évolutive? C'est un master de recherche vise à introduire les principaux modèles et mécanismes d'évolution qu'on a à ce jour en biologie. Alors, on connaît un peu les différentes branches qu'on a en biologie évolutive, comme la génétique quantitative, la génétique de population et aussi la phylogénie. Et c'est orienté à faire des chercheurs en ce domaine-là. Question, mais du coup, quand on passe par ce master-là, on fait forcément de la recherche après ou pas forcément? C'est le débouché, l'objectif principal de ce master. Mais rien n'empêche après de s'orienter dans un autre domaine si on peut valoriser ses compétences. Ok. Est-ce que chacune votre tour, vous pouvez me dire en quoi vos domaines sont importants aujourd'hui et dans le futur? Du coup, moi, la finance, c'est... Par exemple, ce que je fais, ça peut être appliqué pour tout ce qui est les matières premières qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc le gaz, l'électricité, le pétrole. Et c'est juste important dans la vie de tous les jours. Et même, ça a tous les jours une influence par rapport à la demande qu'il y a. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Juste, même demain, plus tard, ça sera toujours là. La théorie évolutive, la biologie évolutive, c'est toujours en développement. Et ça nous permet de comprendre un peu l'histoire générale des espèces. Et ça peut être utile aussi pour comprendre les différents mécanismes évolutifs. Peut nous aider à étudier même notre histoire. C'est applicable pour étudier et faire de la paléontologie. Et il y a des intersections quand même entre la théorie évolutive des fois et l'anthropologie. Il y a quand même aussi des enjeux agroalimentaires dont on a étudié la biologie évolutive.
puisque avec l'édition génétique, on peut modifier nos plantes. Et aussi, la domestication, c'est aussi une espèce d'évolution qu'on fait activement, qu'on induit sur les plantes. Et il y a un intérêt à étudier les interactions et comment les insectes et les plantes coévoluent pour améliorer nos produits et aussi les apports nutritifs qu'ils ont. Et c'est aussi un enjeu du futur, améliorer notre production alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours, ce que vous avez fait comme licence et pourquoi vous vous êtes dirigé vers ce master-là? Du coup, j'ai fait d'abord une L1 MIPI, donc maths, informatique, physique et ingénierie. Et de base, j'hésitais entre les maths et la physique. Sauf qu'en L1, c'est plus les maths qui m'ont plu. Du coup, j'ai continué en licence monodisciplinaire de maths à la Sorbonne. Et je savais déjà que je voulais aller vers la finance à l'époque. Enfin, en tout cas, par rapport aux maths, je voulais aller vers la finance ensuite. Du coup, c'était le seul... il y a 2 masters dans la fac en finance. Les autres, après, c'est plus, par exemple, des maths appliquées à la biologie ou de la recherche ou la grecque. Donc, Moi, j'ai pris aussi une L1 dans le portail de sciences formelles à Jussieu. Et après, j'ai poursuivi mes études dans la double licence maths info. Et alors, j'ai acquis des compétences en info et mathématiques que j'ai beaucoup aimé les 2 domaines. Et parmi les options là, je ne savais pas si je voulais faire de l'info, de la bioinformatique ou des maths. Et j'ai choisi de faire des maths car originellement je voulais faire des maths pures. Mais éventuellement, je me suis réorientée finalement et je voulais commencer à appliquer un peu ce que j'avais fait. Et je trouve que la bioinformatique, c'est intéressant car j'ai toujours trouvé la génétique intéressante. Depuis le lycée, ça m'intéressait un peu. Et aussi, je peux utiliser quand même ce que j'ai appris dans la licence d'info et toujours utiliser les maths. Et je trouve ça. Et ça m'épanouit beaucoup, ce que je fais en ce moment-là. Trop bien. Et tu as fait une M en maths, c'est ça? Oui. Et après, tu as pu accéder à la M2 Evogem. Oui, car c'est un M2 qui est ouvert à des gens qui viennent d'info, maths et biologie. Alors, il y a quand même c'est un peu divers le genre qu'on retrouve dans Oui, ce il y a terme beaucoup de personnes qui viennent de partout. Euh, Il y a plus de gens qui viennent de bio en vrai, non? En vrai, Ouais. oui, la plupart sont de bio. Ok. Mais oui. Mais t'es pas la seule à venir de maths info, j'imagine. Maths info peut-être oui, mais j'ai des collègues qui viennent de maths bio ou qui ont fait des écoles d'ingénierie ou Ok. sont allés à Trop bien. Mais du coup, dis-moi, vu que tu as fait une double majeure maths info, et qu'ensuite, donc tu es venu dans ce master-là, donc EvoGEM, vu qu'il est plus tourné biologie, est-ce que tu as eu des difficultés ou... On a un cours de mise à niveau pendant la première semaine. Alors, j'ai eu pendant quelques jours où ils m'ont présenté un peu un peu les grandes règles de la génétique. Et oui, peut-être je pourrais dire qu'il y a un peu un choc culturel par rapport aux des sciences, car j'avais seulement étudié des sciences formelles. Et là, j'étais en train de voir un peu pour la première fois c'est quoi les sciences empiriques. Mais je crois que si tu es intéressé par la génétique, c'est gérable. Et en vrai, c'est cool qu'il y a toujours des choses à apprendre. Ok, c'est trop bien. Bah, du coup, même si vous faites de maths et de l'informatique, vous pouvez aller du bon côté. Voilà, je rigole. Et j'ai une question, la génétique, du coup, tu la connaissais dès le lycée, mais en licence, tu l'as pas forcément étudiée. C'était plus un choix de cœur, dans le sens où donc ça t'a plu au lycée, et donc tu t'es dit pourquoi pas ou Oui, c'est aussi un choix de cœur. Je crois que un peu depuis la licence, je contemplais un peu déjà faire la bioinformatique, mais j'étais pas sûre. Okay. Et j'ai vu ce master et je me suis dit pourquoi pas me lancer maintenant. Et c'est pas tellement un empêchement, car peut-être je connais pas tous les détails qu'une personne en biologie moléculaire connaît. Je suis pas la personne. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais quand même, c'est possible toujours de raisonner un peu, un peu en bas de marge. J'ai pas besoin de connaître forcément la composition moléculaire de l'ADN pour comprendre un peu les principes de fonctionnement
du code, du code génétique. Mais oui. Ivana, alors dis-moi, pourquoi tu as choisi ce master-là en particulier, plutôt qu'un autre, donc plus maths appliquées? Alors, déjà, personnellement, je voulais rester dans la fac, enfin, rester à Sorbonne Université. Et les deux masters qui sont là, il y en a un qui est très compétitif. Le deuxième, c'est El Karoui avec Probabilité. C'est ça, ouais. Avec des étudiants de Polytechnique. Donc, vraiment, il est très compétitif. Enfin, en M1, il faut avoir de bonnes notes pour y aller. Et le M1 ici, il était quand même compliqué. Donc du coup, ça fait que là, le deuxième master en finance, du coup, qui est dans la fac, c'est lui. Et j'avoue aussi, il y avait le côté informatique qu'on peut appliquer à la finance qui m'a plu. Enfin, c'était pas que le côté maths, mais le fait que je puisse du coup mélanger informatique et maths. Et je me suis dit, même si de base, j'étais pas trop forte en informatique, je me suis dit, faut y aller dans tous les cas. Plus tard, après, dans mon métier, je vais devoir le faire. Donc, Alors Anna, dis-moi, donc en arrivant dans ton master, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris, toi qui venais donc d'un parcours plus maths info? Quand même, il y a quand même j'ai appris beaucoup sur des différents procès d'évolution. Et genre, voir un peu aussi l'histoire comment la théorie évolutive a changé et un peu que c'est toujours un truc qui est toujours en construction. Et le fait que, en biologie, les théories et les paradigmes changent assez vite, ça m'a surpris. Car, on peut avoir une théorie pendant quelques années et après, on peut dire finalement que c'est plus vrai. Et il faut accepter ça. Et par contre, en maths, on est toujours assez certain de ce qu'on fait. Et ça peut assumer le fait que tout est une hypothèse aussi. C'est un peu un choc aussi culturel peut-être. La même question pour toi, Ivana. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton master? j'avoue, je sais pas trop. Enfin, qu'est-ce qui m'a le plus surpris? En vrai, j'imagine que comme t'as fait déjà un M1 C'est ça, maths, comme ça j'étais t'a pas déjà- trop changé. Moi, j'étais déjà dans le truc, Ouais. du coup. Enfin, Ouais, ok. Donc c'était la continuité un peu du Euh, M1 ou- oui, enfin, en fait, le M1, comme c'est un tronc commun, Mhm. on choisit nos matières. Donc, moi, j'avais pris des matières qui me permettaient d'aller vers la finance. Donc, du coup, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a rien qui m'a étonnée, quoi, quand je suis arrivée dans le M2. Et j'ai une question, est-ce que la part d'info, elle est importante quand on est en finance ou Alors, ça dépend, du coup, des métiers, quand même. Mais comme en ce moment, enfin, du coup, ils sont plus en train d'essayer de tout automatiser, de tout, du coup, mettre sur ordinateur. Là, ça commence à devenir de plus en plus important, mais ça dépend des métiers que tu fais. Est-ce que vous avez trouvé la transition licence-master dure? Et comment vous avez géré ça? Déjà, il y avait la transition L2, L3 qui était dure, puisque du coup, il y avait des prépas qui d'un coup nous rejoignent. Et on voit quand même la différence de niveau. Et ensuite, le M1 aussi, oui, quand même, il était dur. Comment? Moi, j'ai refait mon M1, clairement, la première année. Waouh, non, vraiment, c'était dur. Mais après, la deuxième, comme j'avais déjà des cours que j'avais suivis la première fois, ça m'a permis de juste mieux aborder les choses, de les revoir. En fait, des fois, quand on revoit des choses un peu plus tard, on les comprend mieux. Enfin, on se rend compte que la première fois, on n'avait pas du tout compris ce qu'on nous avait raconté. Du coup, on va dire en général que c'était comme ça. Et même, juste j'étais quand même un peu moins stressée, on va dire. Comme j'avais déjà fait le M1 une première fois, c'était plus facile la deuxième fois. Oui, la transition licence M1, c'était un peu compliqué pour moi, je crois. Car, bon, en adolescence, j'avais presque pas du temps libre, alors j'étais un peu toujours comme ça sur l'heure. Et après, en M1, genre,
j'avais tout à coup beaucoup de temps libre et je savais pas trop quoi faire. Et c'est du temps qui doit être dédié à surtout étudier. Et oui, il y a quand même une hausse de niveau dans les cours. Genre, ça devient beaucoup plus théorique et c'est bien, c'est beau, mais oui, ça requiert aussi plus de travail de bien digérer et absorber les cours. Mais c'est un bon défi. Et Hâte d'être au master 1. Mais du coup, vous avez fait toutes les deux le même master M1 maths, si je comprends bien. Enfin, c'est le même tronc commun en vrai. Oui, c'est ça. Ok. Et après, vous êtes parties chacune de votre côté. Alors, Ivana, du coup, dis-moi, vous travaillez sur des cas proches de situations réelles de marché ou c'est surtout très théorique pour le moment? Pour l'instant, c'est surtout très théorique. C'est que là, ce semestre où on a une matière sur... c'est le marché des matières premières, donc on voit un peu ce qui... Enfin, on nous introduit un peu à ce qui se passe en ce moment, mais on n'a pas vraiment de cours sur le marché actuel. C'est plus des projets personnels qu'on fait qui nous donnent des infos sur vraiment l'actualité en finance, mais c'est surtout, on va dire, une introduction, enfin comment mieux entrer dans le monde de la finance qu'on fait. Et vous avez un stage cette année à faire obligatoire ou pas? Oui, En un MD, stage ils ont tous un stage à de faire. 4 à 6 mois. Ah, ok. Je crois en MD, ils ont tous un stage à faire pour le fin de semestre. Mm. Ouais. Sauf les M2 en agrég. Ou en stage ok. aussi. Enfin, ceux qui sont en alternance. Ah, ok. Bah, du coup, pour Anna, est-ce que tu travailles toi sur des données réelles, donc des génomes, des populations existantes, ou c'est surtout aussi très théorique? bon, moi, j'ai choisi un stage théorique, alors je ne traite pas des données réelles, mais je travaille avec des simulations. Et un peu des enjeux de mon stage, ça va être un peu de comprendre le comportement de la simulation. Et éventuellement, peut-être une personne peut voir si les résultats de prédiction mathématique de la simulation peuvent s'aligner à des données génétiques existantes ou à une expérience. Mais oui. On fait le quiz. Du coup, Let's on go. pause et on va faire un petit quiz. Et on sera, du coup, moi avec quelqu'un, nous, donc vous et Sarah aussi. Ok. Et il y aura des gagnants, des cadeaux. Voilà. Tu peux présenter le temps quiz. Hein? Non, mais dis. Bonjour à tous, c'est le quiz. Quel type de graphique est le plus adapté pour visualiser la répartition de variables quantitatives et identifier d'éventuelles valeurs extrêmes? Réponse A, nuage de points. Réponse B, histogramme. Réponse C, diagramme en boîte. Histogramme, et c'est pas la B du coup. Attends, tu peux juste... Il y a nuage de points en A. Vous avez dit... Moi, j'ai dit la B. Moi, il a tout mélangé, ça me stresse. Ouais, j'ai mélangé. C'est pour ça que j'ai la dernière. Réponse C, diagramme en boîte. Réponse A, nuage de points. Réponse B, histogramme. Faites vite. Histogramme, Histogramme, je dis? Non, bah du coup, c'est pas histogramme. Personne n'a le point. Allez, nul. Franchement, elle triche, hein. Moi, je dis... Oui, pour moi, c'est le truc en boîte. La boîte Mais vous avez dit histogramme. Qualitatif. Ils ont dit histogramme. Qualitatif. quantitative. Ah non, oui, c'est nuage en point. Avec la boîte, du coup C'est nuage en point. Ah, moi, j'aurais pas dit ça. En boîte. Bah, c'est la bonne réponse. En vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais attends. Il y a eu plus de temps de réflexion. On conseille les boîtes avec les barres. Pourquoi vous êtes contre moi? Ouais, bah, Bon, mettez-lui le Vous point. m'aimez un peu? Elle va. Vous m'aimez pas? c'est l'histogramme. Vous m'aimez pas? Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé qualitatif. Sur de projet là. Crie, hein. Deuxième question. Préparez votre. Et mélange pas les réponses aussi. Il n'y a pas de réponse. Celui-ci, c'est pas un QCM, c'est calcul mental. Oh non. C'est qui a fait les questions? Allez. Calcul. On va vous donner des faits si vous avez droit. Alors, celui-ci. Calculez l'intégrale suivante. L'intégrale de 1 à 0 de x fois exponentielle de x carré. On peut le faire avec des feuilles. Oui, C'est en vrai, c'est un calcul rapide. Moi, j'aurais fait une IPP. oui, c'est un demi.
comme si dans la touche. Vous commencez en même temps par contre. Vous voulez que je note pas à la télé? Sarah, je te vois. Sarah est dans ta tablette. Mais je vais juste dans l'application. C'est ça, ouais. Je vais juste sur GoodNotes. Tu éteins. On écrit. Un demi de un E. On a droit à des feuilles déjà. Mais Andy, pourquoi t'es debout? Assis-toi et réponds à la. Deux fois. Est-ce que tu peux. De exponentielle, on parle de E moins 1. Et c'est vrai, tu l'as dit, mais tu l'as dit 2 fois. Non, oui. Non, Ouais. Oui, j'ai inversé aussi les signes. Et c'est quoi là? c'est fini. Bah, franchement, ça pousse de vous parce que j'ai pas pu calculer. Hein. Ah, c'est débattu. Ah bon, pour vous. Parmi ces algorithmes de tri, lequel se résout le plus rapidement, en moyenne, avec des valeurs aberrantes, à la complexité moyenne la plus petite? Réponse A, tri à bulle. Réponse B, tri par insertion. Mais je sais pas ça. Réponse C, tri short. Réponse D, tri par sélection. Quicksort. Quicksort. C'est vrai. Merci. Qui suis-je? Je suis un courtier en bourse américain qui a commencé ma carrière dans les années 1980 et suis rapidement devenu célèbre par mon style de vie extravagant et mes méthodes agressives de vente d'actions. J'ai fondé ma propre société de courtage et gagné des millions, mais j'ai aussi été au cœur de fraudes boursières et d'arnaques financières qui m'a valu des années de prison. Ma vie a été racontée dans un livre puis adapté au cinéma. The Wolf of Wall Street. Oui, vas-y. Mais... Le mec du Wolf of Wall Street. Tu connais son nom? Non. Oui. Mais on leur donne le point, on l'avait pas, elles l'ont dit. Donne-leur le point. Ouais. Premier point. Et il s'appelle comment? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Son nom c'est Jordan Belfort. Ok. Je connaissais pas. Je suis né pour les statisticiens avant de conquérir la science des données. Je manipule des vecteurs, des matrices, des data frames et des facteurs. Je suis particulièrement doué pour analyser, modéliser et visualiser des données. On m'utilise beaucoup en recherche, en économie, en biologie et en actuariat. Je possède des milliers d'extensions, dont certains portant le nom très connu. Je suis en langage de programmation dont le nom tient en une seule lettre. C'est R. Et c'est une bonne réponse. Et R, c'est quoi R? C'est quoi ce R? Un langage Bah. fait statistique. Ouais. C'est vraiment fait. En biologie, on l'utilise beaucoup. Et c'est un peu aussi des chocs culturels, je crois. C'est arrivé que tout le monde utilise R. Quand en info, on préfère utiliser peut-être du C et du Python. Et c'est aussi car c'est un langage qui a beaucoup de temps là. Et il y a beaucoup de packages, surtout en bienfo, qui sont faits pour R. Alors il va rester quand même un moment là. Mais est-ce que du coup c'est plus dur que C par exemple? C'est pas du tout la vie. Non, parce qu'il y a déjà toutes les fonctions qui sont rentrées dans R. Enfin, faut connaître, du coup, il n'y a pas besoin de créer ta fonction pour, par exemple, pour modéliser quelque chose, tout est déjà créé sur R, donc faut vraiment, c'est plus simple. Dernière question. Qu'est-ce qu'une simulation de Monte Carlo et à quoi sert-elle en finance? Alors, bravo. Bah, du coup, la simulation de Monte Carlo, c'est pour estimer la moyenne de prix. Et enfin, en finance, du coup, la moyenne de prix. Est-ce qu'il y a des questions du bruit? Mais C'est bon ou c'est c'est faux? bon ou pas bon? Bah, Et c'est bon. Ah mais il y a 3-3. En fait non, fais la dernière question, il y a 3-3. J'ai un dit, il y a 3-3. Ok. Dernière question. Ok. Dernière question. Point final. Voilà. Balle de match. Balle de match. Balle de match. Balle de 7. En biologie, la simulation intègre souvent des modèles stochastiques. Pourquoi le hasard serait crucial dans ce genre de modèle? vas-y, appuie. Car en l'évolution génétique, il y a deux grandes forces qui modifient la répartition des gènes. Et genre, tout le monde connaît la sélection naturelle, mais l'autre force, grande force, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Et c'est le fait que si les génomes sont neutres, éventuellement, il y a une allèle qui va se fixer dans toute la population par hasard.
Et si l'instructionnement de net se passe totalement aléatoire, c'est que l'allèle qui se fixe. Et c'est un procès continu qui passe tout le temps. Et des fois aussi, on ne sait pas quel individu va se reproduire dans ce modèle-là. Et un des grands débats est de l'évolution de ce siècle, bon, de la moitié du dernier siècle qui continue toujours. C'est le fait que la théorie neutre indique que la plupart des mutations viennent un peu comme sont neutres ou délétères. Pendant qu'avant on croyait que tout était adaptatif, mais en vrai, il y a quand même un changement de paradigme et des biologistes qui battent entre eux. Les gagnants sont l'équipe gauche. Dis leur prénom, l'équipe. Anna et Sarah. C'est la première fois que je gagne de ma vie. On va passer aux remises des cadeaux. À nos invités. Pour les gagnantes, voici. Voilà. Trop bibi. Oh, c'est trop mignon. Merci. C'est le mouton de Dave, c'est trop mignon. C'est le bouton de Dave. Tu me prépares dès maintenant. Alors, pour terminer, on a nos gagnants, enfin nos gagnantes. Voilà. Donc, je félicite encore. On a deux questions finales. Bref, pour vous deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire après votre master? Et en plus, vous terminez bientôt, j'imagine. Du coup, voilà. Du coup, personnellement, le but, ce serait, si possible, vraiment, mon premier but serait de faire un VIE, essayer de travailler juste à l'étranger, de voir comment ça se passe, la finance à l'étranger, de pas, enfin, juste bouger un peu, parce que j'ai toujours été sur Paris, enfin, en tout cas, en Île-de-France. Donc, voilà. Et tu voudrais aller où? Vraiment, j'ai pas de n'importe où. Wall Street. Wall Street. En vrai, vraiment un truc hors Europe. Ok. Trop bien. Et toi? Je veux enchaîner mes études avec un doctorat. Alors, je dois me mettre à chercher des doctorats. Peut-être que je pourrais continuer sur mon sujet de stage, mais je sais pas. Et bon, je verrai dans le futur. Est-ce que vous avez une anecdote scientifique ou genre de votre domaine que vous avez appris en cours, voilà? Alors, je vais te laisser commencer. La biologie et les maths, on n'imagine pas, mais elles interagissent beaucoup. Le premier modèle de régression linéaire, ça vient de la biologie. Quand Galton, il était intéressé à étudier si deux personnes intelligentes se mariaient, ils pouvaient avoir des enfants plus intelligents. Et il a commencé par essayer de modéliser l'héritance de l'auteur des enfants par rapport aux parents. Et ce qu'il a trouvé, c'est que la population gardait toujours une moyenne. Et même genre en ayant deux parents de hauteur élevée, les enfants n'étaient pas forcément plus hauts. Et c'est ça ce qui a développé la génétique quantitative. Et on garde certaines moyennes car en vrai, il y a beaucoup de traits qui sont déterminés par plusieurs gènes. Et à cause de la variance génétique, on garde cette moyenne. Mais il appelait ça une régression car il était déçu, car il a vu qu'il ne pouvait pas élever des gens plus intelligents. Mais c'est une histoire un peu marrante, mais aussi ça parle un peu de l'interaction de comment les maths, la biologie peut aussi interagir avec les maths. Mais le fait que beaucoup de fois, les gens s'intéressent à appliquer la biologie sur les humains. Et on veut mettre, et beaucoup de fois, il y a des biais et des intérêts derrière, et il faut faire toujours attention. Et il faut être toujours critique de ce qu'on fait, surtout quand on étudie les humains. Et du coup, je viens d'y penser, mais par exemple, aux États-Unis, on peut faire des donations de sperme, et je sais que maintenant, il y a certains centres qui font un test de QI. Et si tu as un QI inférieur, ils t'acceptent pas en tant que donneur. Du coup, en vrai, ça sert à rien de faire cette chose-là. Oui, je crois que ça serait vraiment pas... C'est pas les enfants des donneurs de sperme qui vont vraiment déterminer l'avenir.
génétique des gens. Et, oui, aussi, le test de QI, ça a des origines assez douteuses. On peut pas mesurer l'intelligence. Il y a beaucoup de types d'intelligence. Et c'est aussi fait aussi pour discriminer les gens. Alors, c'est vraiment pas, c'est pas vraiment cool comme mesure. Du coup, anecdote qui est aussi un fait, une conclusion. Faites des maths, les enfants. Vous allez en utiliser tous les jours. Voilà. Ok, parfait. Pour finir, vous pouvez nous donner un conseil Ouais, genre un conseil aux L3 qui sont en maths, info, bio, enfin peu importe. Conseil qui peut sembler un peu bateau, de vraiment pas abandonner. Enfin, c'est pas parce que il y a des matières ou enfin parce qu'on redouble une année que genre c'est la fin du monde, c'est fini, que on est nul. Enfin, il y a toujours moyen de s'améliorer. Ok, il faut bosser, des fois beaucoup, mais à la fin on est content de tout ce trajet qu'on a fait, quoi. Oui, je crois que c'est un conseil assez important, c'est ne pas lâcher. Il faut, c'est difficile, les maths peuvent être désafiantes. N'importe quelle discipline, si on la pousse suffisamment, ça va être désafiant. Et il faut apprendre à être confortable avec le défi et genre le voir et l'attaquer. Et vraiment, c'est peut-être faire de la discipline et trouver des espaces qui vous motivent à travailler. Et aussi, mais c'est du travail dur des fois, mais aussi n'oubliez pas d'apprécier genre se souvenir que vous êtes là aussi car vous aimez faire ce que vous faites, genre. Merci beaucoup. On a fini notre podcast d'aujourd'hui. Voilà. On peut dire au revoir à la caméra. Et merci aux invités. Merci aux invités encore. C'est notre mathématicien préféré. Voilà. On en est arrivé là. Attends, elle a pas encore mis le micro. T'as mis le micro? Vu que Andy prend tout son temps et que là-bas aussi prennent tout leur temps, on va dire notre mathématicien préféré. Moi, c'est Fourier. C'est Fourier. C'est une dinguerie de dire ça. Alors que Du coup, mon mathématicien préféré, j'avoue, j'en ai pas, hein, enfin... Excusez-moi, hein, désolé, mais merci beaucoup à tous ces mathématiciens, ils nous ont beaucoup aidés. J'ai pas de préféré, quoi. Ah, moi moi j'en ai pas de préféré, mais en tout cas celui que je déteste et qui m'a traumatisée, c'est Cauchy. Voilà. Mais je le vois partout. Je peux plus, j'en ai marre. moi, c'est perso. Genre, je crois que en termes d'énergie et genre de personnalité, peut-être Galois. Et en termes de ce qu'il a fait, peut-être Panard, j'aime bien le terme du prof X. Ah non, ça c'est... Il a pas mal travaillé en analyse. Mais en termes d'énergie et personnalité, Galois, c'est une vibe. C'est Évariste Le Gallois? Oui. Alors, j'ai une anecdote sur lui. Attendez. Il est mort. En mode, il y avait deux mecs. Il y avait Évariste Le Gallois et un autre mec qui était amoureuse de la même meuf, ok? Suivez bien. Ils ont fait un combat de cheval. Et Évariste Le Gallois est mort à cause de ça, voilà. Il est mort en combat à cheval pour une fille. Ok. Moi, en vrai, c'est une Kardashian. Waouh. Je sais pas. C'est bon. Ah. Elle est juste là. C'est le quiz. Vous êtes prêts? Oui. On est toujours prêts. Attends, je me suis... Est-ce que tu peux parler fort parce que je suis un peu sourde en vrai? Ah, vous êtes prêts avec tout ça? Oui. Attendez, parce que là... La tricheuse, elle commence déjà. Je suis choquée. Mais ouais, je regarde, il y a tout ça de... Bah ouais, mais t'as les bras longs, toi. Tu peux. Moi, je regarde, je suis petite. Excuse-nous. Elle est encore plus avancée. C'est bon. C'est bon. Après, Sarah, c'est vraiment en face de toi. Là. La vérité, t'abuses. Hein. Mais je suis pas je t'en rapproche pas du Tu veux la faire gagner en plus? Non, faut que ce soit équitable. Ouais. Toi, c'est un peu plus près parce que bon, c'est compliqué d'aller. Alors, première question. Quelles mesures statistiques de dispersion sont souvent utilisées pour évaluer les risques d'un marché financier
Ou encore mesurer la variabilité des traits d'une population. Réponse A, la médiane. Réponse B, l'écart type. Réponse C, l'étude. Réponse B, l'écart type. Ah. L'écart type. Il a dit réponse, c'est quand les gars. Non, j'ai pas compris. Attends, on va faire un tuto. Non, mais... Mais tu m'étonnes que t'as dit les gars. Mais non, mais je te promets, je le savais. Non, mais il a vraiment dit réponse écart type. Pourquoi il compte pas, je suis désolée. Mais après, franchement, c'est vraiment une tricheuse. Hein. Non, j'avais pas compris que c'était réponse. En plus, c'est la question la plus simple, je suis sûre. Pointer. Et tu vas allumer la mémoire. Mais oui, mais ça va. Oui, ça va, oui, mais je crois que c'est plus choquant pour les. Il a mis les lunettes. Ouais. Mais c'était rien pas. En fait, je sais pas s'il fait. La dernière. Mais non, mais faut dire c'est quoi la dernière. Ah, tu peux répéter juste, je sais que c'est bah là. non. Mais elle m'a trop. Ok. Je suis choquée comme une triche. Hein, Réponse C, diagramme en boîte. Réponse A, nuage de boîte. Réponse Nuage en B, boîte. Nuage de points. Nuage de points. Réponse B,